Chardonnay-Rond, temple de la lecture qui se transforme pour les 8e nuits de la lecture nationale en temple de la lecture. Ça tombe bien. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Stanislas Delatouche, qui essaie de comprendre comment fonctionne son propre téléphone. C'est compliqué. Eliette, qui va faire une lecture qui va durer entre 1h30 et 5-6 heures, on verra. Le texte qu'il a choisi expressément pour la soirée sur la thématique du corps, sur la thématique de l'effort, avec des auteurs comme Montesquieu ou Murakami. Et il est accompagné par Laurent Mastella à la guitare, et des compositions originales. Et, voilà. La scène est à vous, messieurs. Tu as appuyé sur le bouton? Stanislas. Hein? Tu as appuyé sur le bouton? Oui, moi je vois rien, c'est normal de rien voir, tout va bien. Oui, mais dans l'autre sens. Là, tu as mis un bon. On coupera au montage. Messieurs, la scène est à vous. Je vais vous présenter rapidement les auteurs quand même. Vous allez entendre 3 lectures distinctes, 3 auteurs. Le premier c'est Albert Londres, extrait des Forçats de la route. Albert Londres qui est au tournant du siècle, enfin du 19e, qui est le père des journalistes d'investigation. Il y a même un prix Albert Londres qui est très prisé, si j'ose dire, par les journalistes. Et il a beaucoup enquêté sur les sujets d'actualité les plus difficiles, les plus ardus, les plus lointains. Il a arpenté la planète et il a travaillé en 1925. Il a été embauché au Parisien, pour couvrir le Tour de France de 1925, qu'il a rendu populaire dans le grand public. 22 juin 1924. Hier, il dînait encore à 11h30 du soir dans un restaurant de la Porte-Maillot. On aurait juré une fête vénitienne car ces hommes avec leurs maillots bariolés ressemblaient de loin à des lampions. Puis ils burent un dernier coup. Cela fait, ils se levèrent et voulurent sortir, mais la foule les porta en triomphe. Il s'agit des coureurs cyclistes partant pour le Tour de France. Pour mon compte, je pris à 1h du matin le chemin d'Argenteuil. Des messieurs et des dames pédalaient dans la nuit. Je n'aurais jamais supposé qu'il y eût tant de bicyclettes dans le département de la Seine. Comme le tram 63 voulait faire son métier de tram, c'est-à-dire conduire sa clientèle à Beson-Grand-Serre, les messieurs et les dames l'arrêtèrent en lui criant « Place, ils arrivent !» Les coureurs arrivaient en effet, ils se rendaient à Argenteuil pour prendre le départ. Bientôt, la banlieue s'anima. Les fenêtres étaient agrémentées de spectateurs en toilette de nuit. Les carrefours grouillaient d'impatients. De vieilles dames, qui d'ordinaire doivent se coucher avec le soleil, attendaient devant leur porte, assises sur des chaises. Et si je ne vis pas d'enfants à la mamelle, c'est certainement que la nuit me les cachait. « Regarde ces cuisses !» criait la foule. « Ça, c'est les cuisses !» Les coureurs arrivèrent dans un sous-bois. Là, on attendait 1 heure. « Est-ce qu'on part ?» demanda l'un, très en colère. Mais un autre. « À quoi pour s'énerver ?» Un commissaire fit l'appel des 157 noms. Les Français répondaient « présent », les Italiens « présente ». Et ce que les Flamands disaient, je n'ai pas compris. Alors le commissaire lâcha « Allez !» De la foule, une petite voix de femme cria « Et bonne chance, tu portes bien !» Et 157 hommes prirent la route. Un quart d'heure plus tard, j'aperçus le numéro 223 qui changeait un pneu sur un trottoir. C'était le premier guignard. J'arrêtai ma Renault. « Ben, lui dis-je, vous n'êtes pas vernis ?» Il me répondit « Ah, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commence. » Mais soudain montèrent des cris de « Fumier, nouveau riche, triple bande d'andouille !» Je fus obligé de constater que, quoique étant seul, la triple bande d'andouille n'était autre que moi. Alors je vis que j'avais interrompu la marche de tout un peuple passionné qui suivait les coureurs d'un pas olympique. Il faisait encore nuit, nous roulions depuis 1 heure, et cette fois tout le long d'un bois que nous traversions, de grands feux de sauvages s'élevaient. On
aurait cru des tribus venant d'apprendre la présence d'un tigre dans le voisinage. C'étaient des Parisiens qui, devant ces bras zéro, attendaient le passage des géants de la route. Le jour se lève et permet de voir clairement que cette nuit, les Français ne sont pas couchés. Toute la province est sur les portes et en bigoudis. Les coureurs rament toujours. Le numéro 307 est le premier qui se ressent d'inquiétude de l'estomac. Il tire une miche d'une besace à lit de vin et dévore à grandes dents. « Mange pas de pain !» lui crie un initié. « Ça gonfle et mange du riz !» Mais voilà qu'une garde de barrière coupe le peloton en deux. Un train arrive. 5 gars qui n'ont pu passer sautent à terre, empoignent leur machine et traversent la voie. Devant la locomotive qui les frôle. La garde barrière pousse un cri d'effroi. Les gars déjà armés en selle poussent sur leurs pédales. Il ne faut pas le Tour de France pour se promener, ainsi que jamais à l'imaginer, mais pour courir. Ils courent aujourd'hui jusqu'au Havre sans vouloir respirer, tout comme s'ils allaient quérir le médecin pour leur mère en grand danger de mort. À Bertaucourt, je vois le premier géant couché sur le dos, au bord de la route. Si je ne vous dis pas son numéro, c'est que justement, il le porte sur le dos. Alors celui-là déjà son compte. Amiens, voici les élèves d'un lycée officiellement conduits par leur pion. Où vont-ils de si grand matin? Ils viennent voir passer le Tour de France. Vas-y Henri! Vas-y Francis! Il s'agit des péliciers, ils sont des rois, on les appelle comme des rois par le petit nom. Vas-y Gajan! C'est à l'avoine. Vas-y Ottavio! C'est Poteccia. Tis, Hardy, vas-y la pomme. Vas-y la pomme! La pomme c'est Ders. On ne pourra pas dire que les lycéens français ne sont pas prêts pour les examens de fin d'année. Mais le 247 est à pied, il n'a plus de boyaux. Oh, j'en ai crevé 5, j'ai plus de boyaux. Alors le marchand de cycle du 90 de la rue Saint-Vulfranc lui donne un boyau. Le 247 file sans payer, c'est régulier. Le Tréport, Dieppe, là ils doivent signer. Entre Dieppe et Fécamp, rien à signaler. Mais de Fécamp au Havre, le lot s'est épuré et l'effort que font ces hommes n'est plus sans souffrance. Beaucoup montent en danseuse, autrement dit en se dandinant sur leur selle comme des pingouins. Le 256 marche comme un canard écœuré. Motia, à l'avoine, Defray crève et crève encore. La poisse, j'ai crevé 5 fois. Il remet ça tout de même. Franz le luxembourgeois crève comme les autres. Lambeau crève, Motia crève, la pomme crève. Une partie de leur route est goudronnée. La poussière de goudron brûle leurs yeux. Ils mettent leurs lunettes, ils les enlèvent. Ils ne savent de quelle façon ils souffrent le moins. D'une voiture, on crie à l'eux. Ça va? L'œuf a découvert complètement ses dents, ce qui l'aide sans doute, et il répond Huitz. Müller est coincé entre notre et le talus. Il tombe, les silex ont déchiré ses cuisses, il se fiche de ses cuisses, redresse sa roue. Poteccia, qui avait du retard, revient. Poteccia a le nez le plus pointu de tout le lot, il fend l'air. Les casquettes, blanches au départ, sont maintenant délavées, tachées, rougies. Elles ont l'air sur le front de ces hommes de pansements de blessés de guerre. Dans le peloton des meilleurs, c'est la poursuite. De grosses voitures peinent à les suivre. Tout le Havre est sur 5 km de route. On entend crier par 1000 voix « Poteccia, Henri, Francis !» C'est Poteccia qui, en pleine ville, donne le dernier coup de jarret vainqueur, et le second est Ville, dit Jésus, dit Patocle. « 1er juillet 1924. On compte déjà un peu plus de 60 cadavres. Dimanche soir à 10h, on quitte les Sables d'Olonne. Cette nuit, on ne nous a pas laissé dormir parce qu'il y a 482 km à ingurgiter. Aussi ne sont-ils pas nerveux? Ils traversent la Vendée, la Gironde, les Landes, comme si quelqu'un qui n'aime pas les menait à l'oreille. On dirait qu'on va à l'école, dit à l'avoine. Ils ont leurs bras au-dessus de leur guidon, ils donnent des coups de pied dans le vide. Ce n'est plus du cyclisme, c'est une séance de gymnastique suédoise. À l'allure dont ils vont, cela ne ressemble plus à une course de bicyclette, mais rappelle le temps où l'on faisait des exhibitions sur les vélocipèdes. Bref, des Sables à Bordeaux, ils en avaient plein le dos. Ils traversent Luçon, La Rochelle, Rochefort, Saintes, Blaye. Ils n'écrasent personne et ils traverseront tout ce que vous voudrez, pourvu que vous ne les voyez plus courir. Et ils arrivent à Bordeaux.
Mon Dieu, dit la vieille dame, il marche ainsi depuis longtemps? Depuis 8 jours. Oh, ils sont pas gros pourtant. Tous les Bordelais sont là. Sur le passage, ils manifestent leur admiration pour les géants de la route, par des mots crus. Quant au peloton de tête, il est précédé d'une jeune fille à bicyclette. C'est Tiberghien qui l'a dégoté, comme de juste, et qui la pousse en avant. Si cette jeune fille avait attendu le jour pour choisir un joli petit nom, elle a le choix. Ses compatriotes, durant 3 kilomètres, lui ont lancé à la volée de quoi baptiser les quadrupèdes et les oiseaux de la Gironde et des 5 parties du monde en supplément. Il ne fait pas soleil, il ne fait même pas chaud. On ne sait pas d'ailleurs le temps qu'il fait. Tout le monde dort. On dort à ce point qu'un cycliste qui a une jambe de bois suit le peloton et manque de prendre la tête. Dans une voiture, des confrères belges dorment la bouche ouverte. De temps en temps, ils sortent une cuillère de leur poche et introduisent l'instrument dans leur bouche. C'est pour les déblayer de la poussière qui les étouffe. Cela fait, ils se rendorment. Il n'y a que la course qui ne ronfle pas. À Ostens, le jour se réveille. Ah, ça, je connais. Botticelli chante. Il chante en italien une chanson smyrniote qui, traduite en français, est à peu près: j'ai vu les plus beaux yeux du monde, mais d'aussi beaux que les tiens, je n'en avais jamais vu. Il ne faut pas croire Botticelli. Quand on porte comme lui des lunettes de couleur et une demi-livre de poussière sur chaque verre, on ne peut pas juger des yeux des femmes de France. À Pissos, Bertalini met son œil de verre dans sa poche et le remplace par du coton qui n'a rien d'hydrophile. Pour la vue, c'est kiff-kiff, mais c'est plus doux, j'ai toujours aimé les câlineries. Non seulement on dort, mais on dort en chantant. Une autre voix italienne s'élève dans les sapinières des Landes. C'est Rodi D'Annunzio qui chante comme un oiseau. Quant à Jacquino qui est pantin, il est triste que le soleil, dit-il, lui rétrécit sa peau. J'essaie de le convaincre que le soleil n'a jamais rien fait de pareil, mais il ne veut rien entendre et maintient son affirmation. Je me réveille un des premiers, je les dépasse et j'arrive à l'hyposteille. Ah, les postailles aussi, c'est pas loin. Et cependant, plus on descend dans le midi, plus les gens sont convenables. À la Bouère. Ah, la Bouillère. Aussi. Le maréchal des logis de gendarmerie crie à ses concitoyens enthousiastes: faites place pour laisser passer ces messieurs les bicyclistes. On traverse les Landes. On n'en finit pas de traverser les Landes et on a le temps de compter goutte à goutte la résine qui tombe des arbres dans des petits bols. Les cyclistes comprennent que le paysage devient pesant. Aussi se mettent-elles avec entrain à frotter en notre honneur la peau de leur ventre au bout de leurs pattes. Le concert n'est pas mal, mais je préfère la guitare. Ils sont partis à 10h du soir des Sables. Ils arriveront à 18h30. Cela fera 20h30 de sel pour cette étape. Et vous croyez que si nos merdes se trouvent à Bayonne pour nous donner la fessée, elles n'ont pas raison, fait Tiberghien. Voici Casse-Tête, on se réveille. Ah, Casse-Tête, c'est pas loin. 3 hommes se sauvent. L'un crève, il aura de quoi se tirer un coup de revolver dans la tête. 2 courent à la corde. Petit coup de théâtre, ce sont des 2e classe. C'est Thomas Heuss qui bat les as. Bien joué. Eh bien, tout cela n'est rien. Les 2044 km parcourus sans que le prologue. La fête commencera jeudi, ainsi veut la chanson de la route. Fini de se promener, c'est demain les Pyrénées. Fini de se promener, c'est demain les Pyrénées. Malheur sur malheur, et Motia n'est plus le sourire. On appelle le calvaire du Tour de France commença ce matin à 10h05 aux Aubonnes. Les 80 rescapés allaient traverser les Pyrénées à bicyclette. Voici le col d'Aubisque. Les hommes grimpent. Ça ne leur fait pas plaisir, ils ne sont pas à toucher avec des pincettes à sucre, même en argent. Motia ne rit plus.
Non seulement Tiborien ne regarde pas les Bosquez, mais il les bouscule. À l'entrée du col, à la voie nez jaune. Ce n'est pas qu'il ait ravi le maillot à Boteccia, c'est qu'il a la colique. Il attaque le col. 2 kilomètres plus loin, je le vois qui titube sur sa selle. Il me logue. Ah, quand je vais bien, mes boyaux crèvent, et quand mes boyaux ne crèvent pas, c'est moi qui suis crevé. Pour la première fois depuis 10 jours, je m'aperçois qu'il porte le numéro 13. L'effort les assomme. Ils vont tous lentement, mais tête baissée, tel le bœuf qui s'apprête à recevoir le coup du boucher. Les muscles de leurs cuisses grincent. Jacquino monte les dents accrochées comme s'il appelait sa mâchoire à l'aide. Il marche à coup de volonté. C'est la descente d'Argelès. Il dévale à 60 à l'heure. Et s'il n'y a pas de Maccabée, c'est bien que les précipices n'en ont pas voulu. Voici le 207 qui répare. C'est Jean Garbil de Nevers. C'est un routier. Il pleure sur son boyau. Qu'est-ce que toi, mon petit gars? J'étais dans les 10 premiers. J'ai crevé 4 fois. C'est triste, allez. Et vous êtes fatigué? Oh non, ça me fait du chagrin. Il s'attaque le tourmalet avec les mouvements de quelqu'un qui se jetterait la tête contre les murs. En langage du sport, peut-être que cela est beau. Mais dans le langage des hommes, c'est simplement navrant. Un homme, les cuisses épuisées, s'est couché sur le talus. Passe le 207, le Nivernais. Alors l'homme couché lui dit: tu es plus fort que moi, Garbi, je te salue. Le tourmalet est un méchant gol. Le long de son chemin, il aligne les vaincus. Un routier pleure, les 2 pieds dans un petit torrent. Il tient un médaillon à la main. Ah, si c'était pas pour toi. C'est la photographie de son gosse. 1 kilomètre plus haut, la statue du désespoir apparaît. C'est un autre qui vient de crever. Il a retiré sa roue pour fixer le boyau neuf. Il tient sa roue dans ses bras comme on tient un enfant à qui l'on ne peut plus rien, mais que l'on se refuse à abandonner. Pourtant, un homme s'est sauvé. C'est Boteccia, un maillot jaune. Il est tellement en avant qu'on ne sait plus où il est. Nous lui donnons la chasse depuis 1 heure, à la vitesse de 55 km/h. En passant, je regarde de temps en temps dans les ravins, mais il n'y est pas non plus. C'était après le Tourmalet. Je ne m'affolais pas, sachant que le col d'Aspin se chargerait de calmer ses cuisses. Ce n'est pourtant que bien au-delà que j'aperçus enfin quelque chose qui avançait. C'était le nez de Boteccia. Et comme Boteccia suivait immédiatement son nez, je mis enfin la main sur le coureur. Il marchait sans saccade, régulier comme le balancier d'une pendule. C'est le seul qui semblait ne pas faire un effort au-dessus de sa puissance. Il avait pris 16 minutes au second, mais aujourd'hui il ne chantait pas. Le second est un Belge, le 3e un Luxembourgeois. S'il y a encore des Pyrénées, ce n'est plus pour les Français. Juillet 1924, dès qu'ils ont mis pied à terre, le maréchal reprend son rôle. Le maréchal est Alphonse Baugé. Il est commandant en chef des coureurs cyclistes, de ceux du Tour de France, de ceux des 6 jours, de ceux des courses classiques, des routiers et des pistards. Alphonse Baugé est l'animateur de la pédale française. C'est le seul homme que de nos jours je crois capable d'accomplir un miracle. Il ferait monter un garçon sur une bicyclette qui n'aurait ni selle ni guidon. Alphonse Baugé finira canonisé. Son uniforme est bleu foncé et revêt la forme d'un pyjama. Une ganse de laine rouge borde la veste. Comme un signe particulier, Baugé a le sourire dentaire de Mistinguette. Il suit la course dans une voiture fermée. Et il n'y a pas que sa voiture qui soit fermée, mais aussi sa bouche. Nous arrivâmes à Bayonne. L'attaque des Pyrénées était pour le lendemain, le courage de 5 ou 6 faiblissait, alors Baugé dans le hall de l'hôtel entre en jeu. Tu vas lâcher, toi, qui as un système pour les Pyrénées? Je n'ai pas de système pour les Pyrénées, monsieur Baugé. Mais si tu as un système pour les Pyrénées, tu vas lâcher, toi, que tout le monde attend dans l'école. Mais non, monsieur Baugé, personne ne m'attend dans l'école. Mais tout le monde t'attend, te dis-je. Tu ne peux cependant pas le savoir mieux que moi.
Toi à qui ta vieille grand-mère pyrénéenne offrira des fleurs au sommet du Tourmalet. Je me fous des fleurs, monsieur Bourget. Je vous dis que j'ai plus de tendons. Mais il ne s'agit pas de tes tendons. Et avec quoi je pousserai alors? Elle va trouver ton masseur et te fera des tendons. Écoute, mon petit gars, as-tu du cœur? Ben oui, mais je n'ai plus de tendons. À Perpignan, il ne restait que 20 tasses sur 46. Solier et Jacquinot avaient laissé ça pour madame, il souffrait trop. Ouais, je comprends cela, mes enfants. Mais sachez qu'il n'y a pas de grand coureur sans grand chagrin. De Perpignan à Toulon, 2 routiers sont restés inanimés sur les roues d'une auto. Oujalia d'abord, Huot ensuite. Leurs camarades n'en sont pas enchantés. Mes amis, dit Bourget, moi aussi je suis tombé, moi aussi j'ai été traîné par des motos. Je suis un enfant de la balle, je sais ce que c'est. Il y a des croix de bois dans notre métier comme dans les autres. Savez-vous ce que je ferais à votre place? Je lirais la vie des martyrs de Duhamel. Après ça, vous auriez du courage pour l'étape du lendemain, c'est moi qui vous le dis. Et on le trouve à Toulon? On le trouve partout. Eh bien, nous allons l'acheter. Vous pouvez venir les voir, ce ne sont pas des fainéants. Pendant 1 mois, ils se sont battus avec la route. Les batailles avaient lieu en pleine nuit, au petit matin, sous le coup de midi, à tâtons, dans le brouillard qui donne des coliques, contre le vent debout qui les couche par côté, sous le soleil qui voulait, comme dans la Crau, les assommer sur leur guidon. Ils ont empoigné les Pyrénées et les Alpes. Ils montaient en selle un soir à 10 heures et n'en redescendaient que le lendemain soir à 6 heures, ainsi qu'on pu le constater des Sables d'Olonne à Bayonne, par exemple. Ils allaient sur la route qui n'était pas à eux. On leur barrait le chemin. À leur nez, on fermait les passages à niveau. Les vaches, les oies, les chiens, les hommes se jetaient dans leurs jambes. Ce n'était pas le grand supplice. Le grand supplice les a pris au départ et les mènera jusqu'à Paris. Il s'agit des autos. 30 jours durant, ces voitures ont raboté la route sur le flanc des coureurs. Elles l'ont raboté en montant, elles l'ont raboté en descendant. Cela faisait d'immenses copeaux de poussière. Les yeux brûlés, la bouche desséchée, ils ont supporté la poussière sans rien dire. Ils ont roulé sur du silex. Ils ont avalé les gros pavés du Nord. Les nuits, quand il faisait trop froid, ils s'entouaient le ventre de vieux journaux. Dans la journée, ils se jetaient des brocs d'eau sur leur corps tout habillés. Ainsi, ils arrosaient la route jusqu'à ce que le soleil eût séché leurs maillots. Lorsqu'ils tombaient, qu'ils s'ouvraient le bras ou la jambe, ils remontaient sur leur machine. Au premier village, ils guettaient le pharmacien. Parfois, c'était un dimanche comme un pèse-nas, et le pharmacien répondait « Je ne suis pas de service ». Alors le coureur ne le secouait pas par la peau du cou, mais faisait « Bien, monsieur ». Et reprenait sa longue route. Vous allez voir arriver Boteccia, ex-maçon dans le Frioul. Boteccia ne vous regardera pas avec ses yeux, mais seulement avec le bout de son nez. Et le bout de son nez est avenant comme une lame de couteau. Vous allez voir arriver Motia. Motia est de bleu vêtu. Il vous fera un sourire divin et vous regardera avec des yeux reconnaissants. Comme si c'était vous qui veniez de fournir la course et de lui donner du plaisir. Vous allez voir arriver Tiborgien. Je lui ai proposé de coudre sur son maillot des lettres d'amour qu'il trouva au ravitaillement dans son sac, entre une cuisse de poulet et un rond d'andouillette de vigne. Mais Tiborgien m'a répondu « Il me faudrait de maillots ». Vous allez voir arriver Franz, ce garçon qui a fait l'admiration des sportifs, à accomplir le Tour de France comme vous avaleriez un verre d'eau. Il avait l'air de s'en aller sur sa machine, tenant un livre à la main et lisant un roman d'aventure pour enfants. Je suis à peu près certain qu'il ne s'apercevra pas qu'il est à Paris et qu'il continuera de pédaler pendant encore 7 ou 8 mois. Vous allez voir arriver Cuvelier et Alencourt. Ils sont terribles comme des roquets. Ils mordent aux pattes pour ceux qu'ils trouvent devant eux, même de gros Saint-Bernard sportifs comme Bruniero, Eymo et Lucien Impuis de Lottenul. Vous allez voir arriver à l'avoine, dit Jean 23,
roi de la poisse. La place de l'avoine n'est pas sur les routes, mais à l'Académie française. L'Académie est une institution qui doit non seulement conserver la langue, mais aussi la rajeunir. Pour cette dernière tâche, elle a voilé son homme. Allez me chercher un écrivain, un maréchal, un duc, un avocat, un poète qui, pendant l'ascension des Pyrénées, travaillé par le mal de mer, est devant vous dire « C'est triste d'éprouver un si grand malaise au cours de la plus rude étape. » S'écrira « C'est décolorant pour une étape méchante d'être pompé par un inconvénient de cette superficie. » Vous allez voir arriver Hérault. Regardez-le bien, il porte le numéro 268. C'est D'Annunzio lui-même. Vous verrez Garbine Nevers qui pleurait dans les Pyrénées. Vertemati qui ne se nourrit pas à moins de 3 poulets, 12 œufs et 2 gigots par jour. Vertemati n'est pas grave. Et vous verrez Cam qui, depuis le début, tout en pédalant, me confie ses projets d'avenir. Il fut vendeur aux petits Parisiens dans les temps anciens. Ah, c'était un beau destin. « Hé, monsieur !» me cria-t-il au début, entre Brest et les Sables. « Est-ce que je pourrais y revenir ?» Entre Perpignan et Toulon. Et pour le poste de vendeur, n'est-ce pas? Et si je pouvais être désigné dans l'Orne, vu que j'y ai de la famille, vous me feriez plaisir. Entre Nice et Briançon, je demande le département de l'Orne, si c'est possible, autrement je prendrai tout ce qu'on me donnera. Et à Dunkerque, au milieu de la nuit, pensez à ma place, au petit Parisien, criait-il dans le désert de la ville en filant à 35 à l'heure. Mais il en est que vous ne verrez pas. Une 60aine de lanternes rouges se sont perdues autour de la France. On ne sait ce que ces hommes sont devenus. Ils cassaient leurs roues, et de préférence la nuit. Pour demander du secours, ils n'avaient que les étoiles quand encore elles étaient là. Ils sont partis, ils n'arriveront pas. Où sont-ils? Quelqu'un finissait bien les étapes. Mais le contrôle était fermé quand ils arrivaient. Ils étaient hors course. Ainsi à Perpignan vers 1h du matin. « Et c'est-il le contrôle ?» demanda un routier tombant de sa bicyclette. « Ah oui, mais il est fermé. » Alors le gars pleura tout haut. « Ouais, faut pas pleurer, mon petit gars, » dit un buveur de bière installé au café. « Allez, t'es aussi brave que les autres. T'as fait ce que tu as pu. » Fin de l'étape. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? Il suivait donc avec sa voiture et il y avait une pollution épouvantable autour de ses coureurs, vous avez bien deviné. Nous allons à présent évoquer un tout autre type d'écrivain romancier que certains d'entre vous. On est dans une médiathèque à présent, donc la plupart connaissent Haruki Murakami. Et je me suis aperçu que Murakami était un fondu de marathon et que de course de longue distance et que c'était très très important pour lui dans son hygiène d'écrivain. Et donc il a fait des quantités de courses, il a relaté la plupart de ses expériences de longue distance sur un livre de la collection Belfond qui s'appelle Autoportrait de l'auteur en coureur de fond, qui n'a évidemment rien à voir avec ces récits post-modernes de littérature fantastique ou autre. Il y a une phrase de Murakami qui m'a interpellé dans le début de ce bouquin, qui éclaire assez bien son caractère, je suppose. Je ne pense pas que beaucoup aiment ma personnalité. Il doit y avoir un petit nombre de gens, très peu j'imagine, qui l'admirent.
Mais très rares sont ceux qui aiment quelqu'un comme moi. Qui, je vous le demande, entretiendrait des sentiments chaleureux, ou ce genre de sentiments pour quelqu'un qui ne fait aucun compromis, et qui, au contraire, lorsqu'un problème surgit, va s'enfermer tout seul dans son bureau. Mais est-il vraiment possible qu'un écrivain soit aimé? Je l'ignore. Peut-être certains le sont-ils de par le monde. Difficile de généraliser. Pour moi, du moins, moi qui écris des romans depuis bon nombre d'années, je ne peux imaginer quelqu'un qui m'aime à un niveau personnel. Être mal aimé, haï et même méprisé, cela me semble plus naturel. Non pas que je me sente soulagé quand cela m'arrive, au contraire, je suis malheureux quand quelqu'un ne m'aime pas. Mais ceci est une autre histoire. Chaque année au mois de juin se déroule l'ultramarathon de 100 km sur les rives du lac Saroma dans l'île de Hokkaido, une région qui ne connaît pas la saison des pluies. Les marathoniens courent autour du lac Saroma qui fait face à la mer d'Okhotsk. Une fois la course véritablement entamée, on se rend compte à quel point ce lac est immense. Le départ est donné à Yubetsu, une ville sur la côte occidentale du lac. L'arrivée est fixée à Tokorosho, aujourd'hui appelée Kitami, sur la route orientale. La dernière partie de l'épreuve se court à travers le jardin naturel de Waka, une vaste étendue protégée, une bande de terre longue et étroite face à la mer. Je n'ai pas grand-chose à dire sur la première partie de la course. Depuis le départ jusqu'au premier point de repos, kilomètre 55, je me suis contenté de courir en silence. Fondamentalement, ce n'était pas différent d'une course de fond un dimanche matin. Au kilomètre 42, un panneau indique « Ceci représente la distance d'un marathon ». Une ligne blanche sur le poteau en béton marque précisément le kilométrage. Je dirais que j'ai ressenti comme un léger tremblement en dépassant ce panneau. J'expérimentais pour la première fois l'au-delà des 42 km. Pour moi, c'était comme le détroit de Gibraltar. Comment m'élancer ensuite sur une mer inexplorée? Au-delà, quelles étaient les créatures inconnues tapies dans l'attente qui vivaient là? Je ressentais la même terreur que les marins de l'ancien temps. Une fois la ligne dépassée, alors que je me rapprochais des 50 km, j'ai eu comme l'impression que mes sensations corporelles se modifiaient légèrement, comme si les muscles de mes jambes commençaient à se rigidifier. En outre, j'avais faim, j'avais soif. J'avais décidé qu'à chaque arrêt, je devais absolument boire un peu d'eau, que j'aie soif ou non. Pourtant, comme un destin malheureux, comme la reine de la nuit au cœur sombre, la déshydratation m'a tenaillé tout au long du chemin. Je me sentais un peu inquiet, je n'en étais pas encore à la mi-course. Et si je me trouvais déjà dans cet état, serais-je capable de terminer les 100 km? Au point de repos du kilomètre 55, je me suis changé et j'ai enfilé des vêtements propres. Je me suis restauré avec de petits encas que m'avait préparé ma femme. J'ai ôté ma combinaison, revêtu un t-shirt propre et un short. J'ai aussi changé de chaussures. Mes pieds avaient commencé à gonfler et j'avais besoin d'une demi-pointure supplémentaire. Je m'étais ainsi accordé un repos de 10 minutes environ, mais pas une seule fois je ne m'étais assis. Si je l'avais fait, je craignais que me relever et me remettre à courir me soit trop difficile. « Ça va ?» m'a-t-on demandé. « Oui, ça va. » J'ai répondu simplement. J'aurais été bien incapable d'en dire plus. Après avoir bu suffisamment, pratiqué des étirements sur mes membres inférieurs, je suis reparti sur la piste et j'ai recommencé à courir. Il restait 45 km. Il fallait courir jusqu'au bout. À peine avais-je repris ma course, cependant, que j'ai senti que quelque chose clochait. Les muscles de mes jambes s'étaient durcis comme une vieille gomme solidifiée. Mon endurance était encore tout à fait intacte. Ma respiration régulière, pas du tout désordonnée. Seules mes jambes n'en faisaient que leur tête.
J'ai renoncé à convaincre ces jambes récalcitrantes et tenté de me concentrer sur le haut du corps. J'ai imprimé à mes bras les mouvements aussi amples que possible, ce qui entraînait la partie supérieure du corps et transmettait ainsi de l'élan au bas du corps. Grâce à cette énergie, je suis parvenu à propulser mes jambes vers l'avant. Ma vitesse était peu différente de celle d'une marche rapide. Néanmoins, malgré cette lenteur, comme si mes jambes avaient de nouveau compris quel rôle était le leur, ou peut-être comme si elles s'étaient résignées à leur destin, leurs muscles ont recommencé à réagir normalement, et j'étais en mesure de courir à peu près comme à mon habitude. Qu'ils en soient remerciés. Entre le point de repos du kilomètre 55 et celui du kilomètre 75, l'épreuve est devenue extrêmement douloureuse. J'avais la sensation d'être semblable à un morceau de bœuf en train de passer à vitesse réduite au hachoir à viande. J'avais en moi le désir d'aller de l'avant, mais mon cœur ne voulait pas m'obéir. Il agissait à la manière d'une voiture qu'on obligera à grimper une côte avec le frein à main enclenché. Mon corps était comme dispersé. Il sentait que sous peu il serait hors d'usage. Manque d'huile, vis desserrée, mauvais réglage des pignons. Ma vitesse baissait terriblement tandis que les coureurs me dépassaient l'un après l'autre. Même une vieille femme frêle d'environ 70 ans m'a doublé et m'a crié « Courage !» Comment allais-je m'en sortir alors qu'il y avait encore 40 kilomètres? Progressivement, différentes parties de mon corps, chacune à tour de rôle, se sont mises à me faire souffrir. D'abord, la douleur a atteint ma cuisse droite, puis elle s'est transportée au genou droit, puis à mes cuisses gauches, etc. Les parties respectives de mon corps successivement se sont dressées l'une après l'autre pour se plaindre à haute voix de leur souffrance. Elles ont hurlé, protesté, récriminé fortement, m'ont fait comprendre qu'elles n'avaient pas l'intention de continuer à fonctionner. Ce concert de plaintes était excusable car elles ignoraient l'expérience d'une course de 100 km. Oui, je les comprenais bien. Pourtant, tout ce que je leur demandais, c'était de se taire et de continuer. Comme Danton ou Robespierre, tentant à force d'éloquence de persuader les tribunaux révolutionnaires enfiévrés et hostiles, j'ai essayé de parlementer avec les parties de mon corps, de les amener à se montrer un peu plus coopératives, les encourager, les épiquer au vif, flatter, gronder, stimuler. Allez les amis, encore un peu d'effort, vous allez y arriver, il vous suffit d'avoir du courage. Mais sinon réfléchis, et moi j'y réfléchissais, Danton et Robespierre ont fini décapités, n'est-ce pas? J'ai serré les dents et réussi dans un état d'extrême douleur à avaler ces 20 kilomètres de plus. J'avais usé et abusé de tous les moyens à ma disposition. Je ne suis pas un homme, juste un rouage d'une machine. Une machine, ça ne ressent rien, donc tu continues, c'est tout. Voilà ce que je me disais. Voilà à peu près tout ce que j'étais capable de penser. Si j'avais été une créature vivante, faite de chair et de sang, j'aurais sans doute plié face à tant de souffrances. Bien sûr, il existait quelque chose qui était moi. Il y avait bien une conscience qui était avec. Mais à ce moment, je devais absolument m'obliger à considérer que ces entités n'étaient que des formes opportunes. Rien de plus. C'était une manière de penser étrange, oui, vraiment une sensation étrange. Une conscience qui voulait se nier elle-même. Je devais me faire entrer de force dans un lieu inorganique. J'avais saisi instinctivement que c'était le seul moyen de survivre. Je ne suis pas un homme, juste un rouage d'une machine. Une machine, ça ne ressent rien, continue à avancer, c'est tout. Je me répétais ces phrases dans ma tête comme un mantra. D'innombrables fois, je me le répétais littéralement comme une machine. Et je tentais de réduire le monde de mes perceptions à ses limites les plus étroites. Tout ce que je voyais était le sol à 3 mètres devant moi, rien n'existait pour moi au-delà. Le monde s'était rétréci à 3 mètres devant moi. Il m'était tout à fait inutile de penser au-delà. Le ciel et le vent, l'herbe, cette herbe justement que broutaient les vaches, les spectateurs, leurs encouragements, le lac, les romans, la réalité, le passé, les souvenirs. Plus rien n'avait de connexion pour moi. Simplement, je devais me propulser au-delà de ces 3 mètres. Telle était ma minuscule raison de vivre en tant qu'humain. Non, pardon, en tant que machine. Tous les 5 kilomètres, je m'arrêtais et je buvais de l'eau. À chaque pause, je procédais à quelques étirements rapides. Mes muscles étaient aussi durs que du pain oublié pendant une semaine dans un réfectoire. J'avais peine à imaginer qu'il s'agissait de mes propres muscles.
À l'un des arrêts, il y avait des prunes confites au vinaigre. J'en ai mangé une. Jamais je n'aurais pensé qu'une prune au vinaigre pouvait être aussi délicieuse. Petit à petit, le sel et le vinaigre se sont agréablement propagés de ma bouche à tout mon corps. Au lieu de vouloir courir à tout prix, peut-être aurait-il été plus judicieux de marcher. Beaucoup de coureurs le faisaient à présent, afin de reposer un peu leurs jambes. Mais moi, je n'ai pas marché une seule fois. Je me suis souvent arrêté, j'ai fait de brefs étirements, mais je n'ai pas marché. Je n'étais pas venu participer à cette compétition pour marcher, mais pour courir. C'était dans ce but, et dans ce but uniquement, que j'avais pris l'avion jusqu'à l'extrême nord du Japon. Je suis parvenu de la sorte, en endurant 1000 mots, aux environs du kilomètre 75. Et là, c'est comme si j'étais passé à travers un mur en pierre. J'étais simplement tout à fait persuadé de cette réalité. J'étais passé de l'autre côté. Après quoi, je n'ai plus eu besoin de penser. Plus précisément, il n'y avait plus aucune nécessité à ce que je me force consciemment à penser quelque chose. Je n'avais qu'à me laisser entraîner par le courant et le faire de la manière la plus automatique. Si je me laissais aller, quelque chose de puissant me pousserait vers l'avant, tout naturellement. L'épuisement n'était plus pour moi le problème majeur. Comme si en moi il y avait eu une acceptation naturelle de cet état de fatigue extrême, devenu normal. Les muscles n'étaient plus alors une assemblée révolutionnaire en pleine effervescence. On aurait dit qu'ils s'étaient adaptés à la situation, qu'ils avaient renoncé à se plaindre. Plus personne ne tapait sur la table, plus personne ne jetait son verre. Mes muscles acceptaient en silence l'épuisement comme une phase historique inévitable, une conséquence de la révolution. Moi, j'étais transformé en une créature automobile qui faisait tournoyer ses bras en rythme. D'avant en arrière, dont les jambes se propulsaient vers l'avant, un pas après l'autre. Plus d'idées, plus de pensées. Je me suis brusquement rendu compte que même la souffrance physique s'était évanouie. Ou peut-être s'était-elle fourrée dans un coin hors de vue, comme un vieux meuble dont on n'arrive pas à se débarrasser. Dans cet état, une fois accompli le « je suis passé de l'autre côté », je me suis mis à dépasser de nombreux coureurs. Un grand nombre d'autres participants, contrairement à moi, ont commencé à ralentir, ou même ont renoncé à courir. Harassé, épuisé à l'extrême, non seulement j'avais totalement accepté cette condition, mais la réalité était que je pouvais encore courir. Et que pour moi alors, c'était tout ce que j'avais à espérer au monde. Comme j'avançais en mode automatique, si l'on m'avait demandé de courir au-delà des 100 km, j'aurais peut-être pu le faire. Les notions de qui j'étais, de ce que je faisais avaient plus ou moins disparu de ma compréhension. Cette impression aurait pu me sembler tout à fait folle, mais non. J'étais incapable même d'éprouver comme bizarre cette extrême bizarrerie. Car en courant, j'avais alors pénétré dans le territoire de la métaphysique. D'abord, il y avait eu l'acte de courir, et comme un accompagnement, cet existant qui était moi. Je cours, donc je suis. Lorsque je m'approche de la fin d'un marathon, tout ce que je souhaite d'habitude, c'est en finir au plus vite. Mais cette fois, ce genre de considération ne m'a même pas effleuré. Il ne me semblait pas qu'avoir achevé cette course avait véritablement du sens. C'est comme la vie. Ce n'est pas parce qu'elle a un terme que notre existence a du sens. Selon moi, qu'il y ait quelque part un terme à notre existence permet commodément de lui donner du sens. Et je croyais deviner simplement une métaphore indirecte de son caractère limité. Très philosophique. Pourtant, à ce moment-là, je ne pensais pas du tout en termes philosophiques. C'était juste une sensation que j'éprouvais globalement à travers mon corps, et je n'y mettais pas de mots. Dans la toute dernière section de la course, dans le parc naturel de cette très longue péninsule, ma manière de courir se rapprochait d'un état méditatif. J'étais sensible à la beauté du paysage côtier. Les odeurs de la mer d'Okhotsk parvenaient jusqu'à moi. Le crépuscule commençait à tomber. L'air avait une transparence spéciale.
L'herbe épaisse de ce début d'été embaumait aussi. J'ai vu quelques renards rassemblés dans un champ. Ils nous regardaient, nous, les coureurs, d'un air étonné. Des nuages épais, lourds de signification. On aurait dit quelques peintures anglaises du 19e siècle plombaient le ciel. À le moindre souffle de vent, beaucoup d'autres coureurs autour de moi se traînaient péniblement, silencieux, en direction de la ligne d'arrivée. Et moi, le fait d'être parmi tous les participants me procurait une sensation paisible de bonheur. J'inspirais, je soufflais. Je n'entendais aucun dérèglement dans le bruit de ma respiration. L'air me pénétrait très calmement, puis était expulsé. Mon cœur silencieux se dilatait, puis se contractait, encore et encore, à un rythme bien établi. Mes poumons, tels des soufflets de forge, apportaient loyalement de l'oxygène neuf à mon corps. Je pouvais sentir travailler tous ces organes. Je pouvais percevoir le moindre son qu'ils émettaient. Les gens sur le bord du chemin nous criaient « Courage, vous y êtes encore, presque !» Comme l'air limpide, leur voix me traversait. J'avais la sensation qu'elle passait à travers moi jusque de l'autre côté. J'étais moi, et puis je n'étais pas moi. Voilà ce que je ressentais. C'était un sentiment très paisible, très serein. La conscience n'était pas quelque chose de tellement important. Oui, voilà ce que je pensais. Bien entendu, comme je suis romancier, je sais bien que la conscience est tout à fait nécessaire pour que je puisse accomplir mon travail. Sans conscience, comment écrire une histoire dotée d'un caractère propre? Et pourtant, je ne le ressentais pas ainsi. Néanmoins, lorsque j'ai franchi la ligne d'arrivée à Tokuhosho, j'étais extrêmement heureux. Bien entendu, chaque fois que je termine une course, j'éprouve de la joie. Mais cette fois, c'était vraiment autre chose, bien plus fort. Je levai en l'air mon bras droit. Il était alors 16h42. Depuis le début, je courais donc depuis 11h42 minutes. Pour la première fois depuis une demi-journée, je me suis assis par terre, j'ai épongé ma sueur, bu de l'eau jusqu'à plus soif, délacé mes chaussures, pratiqué quelques étirements soigneux. L'obscurité gagnait lentement le paysage environnant. À peu près à ce moment-là, est née et grossi en moi une nouvelle impression. Quelque chose que je décrirai ainsi. J'ai accepté un défi risqué et j'ai trouvé en moi la force de m'y confronter. Un bonheur personnel, mêlé de soulagement. Le soulagement plus fort sans doute que le bonheur. Comme si un nœud serré très fort à l'intérieur de moi se relâchait peu à peu. Un nœud dont je n'avais pas su jusqu'alors qu'il se trouvait là, en moi. Merci. Vous êtes sans doute de plus en plus fatigué et avez sans doute quand même envie de vous attaquer à un marathon pour voir de plus près. Le dernier auteur que vous allez entendre, il s'agit de Bernard Moitessier, un grand navigateur solitaire qu'on connaît encore, on espère. Il a voyagé tout seul beaucoup et longtemps, et il a fini sa vie à Vanves, tout près de Paris. Et si je me rappelle un peu sa biographie, il a écrit les dernières pages
les plus belles pages, en tout cas, de son récit autobiographique qui s'appelle Tamata ou l'Alliance, sur un coin de bar, à Vanvin. Les plus belles pages de son livre sur la mer, sur l'océan. Il s'est rendu célèbre en 68, non pas en levant le poing, mais autour de la première course autour du monde en solitaire qui réunissait pas plus que 7 ou 8 navigateurs et qui faisait première course tout le tour du monde par les 3 caps, Cap Horn, Cap de Bonne-Espérance, Cap Lewin. Et il s'est rendu célèbre à ce moment-là par son acharnement. Mais est-ce que je vous dis pourquoi? Tout le monde le sait ici? Je peux le dire. Donc, au lieu de... Cette course était organisée par le journal anglais Daily Telegraph, je crois. Et au lieu au dernier cap, de faire cap au nord, pour remporter le prix et revenir en famille, il a continué, donc il a fait 1 fois et demie la circonvolution, je crois, et il s'est dirigé vers la Polynésie. D'ailleurs, il s'est installé définitivement en Polynésie. Donc, il vient de passer le Cap Horn. Plus de 6 mois où sont les copains de la longue route. Le Horn est déjà à 1300 000 sur l'arrière. Dans 3 jours, Joshua se trouvera hors de la zone où il pourrait encore rencontrer un iceberg. Le soleil se pose sur l'horizon, net, sans une bavure, rouge dans un ciel totalement dégagé. Plus tard dans la nuit, j'assiste presque au coucher de Vénus, dans le ciel limpide. Je voudrais caresser les phoques et les pingouins des Galapagos. Il y a une semaine, Joshua a recoupé la longitude qu'il avait passée le 29 septembre. Il était en route pour Bonne-Espérance et il voulait faire le tour du monde. Maintenant, il a fait le tour du monde et il est toujours en route pour Bonne-Espérance. Il a fait le tour du monde. Mais qu'est-ce qu'est le tour du monde, puisque l'horizon est éternel? Le tour du monde va plus loin que le bout du monde. Aussi loin que la vie. Peut-être plus loin encore. Ce qu'on entrevoit là est tellement... Tellement quoi? Je ne sais pas. Plus loin que le bout du monde. Rien n'a changé, l'espace et le temps n'existent plus. Je ne sais pas encore si j'essaierai de me faire signaler en approchant Bonne-Espérance ou si je prendrai la sage route du sud au large de tout. Si j'opte pour cette seconde solution, famille et amis s'inquiéteront beaucoup, sans nouvelles depuis la Tasmanie. J'ai pris une telle raclée la dernière fois avec l'abordage du cargo noir, les avaries, la fatigue, le retard. Le vent revient bien frais, les traves grondent le jour et la nuit. Tout le ciel est à moi, toute la mer est à moi, et toute la terre aussi. Je suis tellement heureux que je voudrais le dire à mes amis qui sont restés là-bas. Ne pas le garder pour moi tout seul. Leur dire comment c'est ici, en mer, après si longtemps. Si longtemps qu'on ne se souvient presque plus. Et c'est ça qui compte. Ce qui reste quand on ne se souvient presque plus. Les photos de mes enfants sur la cloison de la couchette sont floues devant mes yeux. Dieu sait pourtant que je les aime. Mais tous les enfants du monde sont devenus mes enfants. C'est tellement merveilleux que je voudrais qu'ils puissent le sentir comme je le sens. J'ai trouvé un petit temple d'une époque oubliée, perdu dans la forêt, très loin. Je suis resté longtemps tout près de lui, tout seul, pour déchiffrer les signes gravés sur sa pierre. Il ne me restait pour rien des choses que j'avais emportées.
Je me nourrissais de racines et de miel sauvage pour pouvoir rester près du temple le temps qu'il fallait et trouver. Alors peu à peu, très lentement, un nom est sorti de la pierre pour me dire d'aller encore, de chercher la vraie chose à l'intérieur des choses, plus loin. Mais comment leur dire? Comment leur dire que les bruits de l'eau, les bruits du silence et des bulles d'écume sur la mer, c'est comme les bruits de la pierre et du vent. Ça m'a aidé à chercher ma route. Comment leur dire toutes ces choses qui n'ont pas de nom? Leur dire qu'elles me conduisent vers la vraie terre. Leur dire sans qu'ils aient peur, sans qu'ils me croient devenir fou. « 25 février, le moral n'y est plus. Je ne sais pas comment leur expliquer mon besoin de continuer vers le Pacifique. Ils ne comprendront pas. Je sais que j'ai raison. Je le sens profondément. Je sais exactement où je vais, même si je ne le sais pas. Comment pourrait-il piger ça? Pourtant, c'est tout simple. Mais ça ne s'explique pas avec des mots. Le crachin s'est arrêté. Le soleil se lève, très pur devant les traves. C'est mauvais signe sur les hautes latitudes. Je suis vraiment fatigué, pas dormi de la nuit. Il y a quelque chose de mal à manger dans le ciel. Le ciel est bleu partout maintenant. Le vent frais du sud-ouest, le baromètre bien sage. Le signe de l'aube était faux. Je devrais être heureux que le beau temps soit revenu si vite. Mais je ne sais plus où j'en suis. Françoise et mes enfants sauront-ils sentir que les règles du jeu ont changé peu à peu? Que les anciennes ont disparu dans le sillage pour laisser la place à de nouvelles, d'un autre ordre? Et ça, je ne peux absolument pas l'exprimer. Il faudra des heures et des heures au coin du feu. 26 février, parcouru 172 000. Ciel couvert et mer grise. Néant. 27 février, parcouru 94 000. Ciel bleu et mer bleue. Néant. 28 février. J'abandonne. Mon instinct me dit que c'est la sagesse. Depuis une semaine, j'avais le moral en dents de scie. Je me sentais fatigué physiquement. Et je me souviens m'être posé cette question. Pourras-tu obtenir encore 4 mois jusqu'à Tahiti, non 3 sous les hautes latitudes, avec encore 2 grands caps à passer, et des coups de vent qui ne seront plus des coups de vent d'été? Souviens-toi de Tahiti-Alicante, ce coup de vent formidable qui avait duré 6 jours. Souviens-toi, dans Le vieil homme et la mer, se poser une question assez semblable. Et sa réponse était « parce que je suis allé trop loin ». Je sens que mes forces faiblissent. J'ai besoin du soleil de l'Alizé si je ne veux pas tomber malade. J'ai besoin de sentir couler sous mon corps des seaux d'eau tiède, celle de l'Alizé. J'ai besoin de m'étendre sur le pont pour que le soleil entre en moi et me donne sa force. Il faut que le soleil soit chaud, très chaud, qu'il puisse pénétrer jusqu'à mes os. J'en ai besoin. J'ai besoin d'autre chose aussi. Rassurer les miens, car ils resteraient encore sans un signe pendant des mois si je continuais vers le Pacifique. Je ne pourrais vraiment pas prendre le risque d'augmenter ma fatigue en approchant de terre pour remettre du courrier au passage de Bonne-Espérance, ni en Tasmanie. De toute manière, qu'est-ce que je leur dirais? Et puis, je voudrais revoir ma mère. Je ne sais pas quand je pourrai l'embrasser si j'atterris dans le Pacifique. Le Pacifique est si loin de la France, et si vaste. Le temps y prend une autre dimension. Il faut mettre le cap au nord vers l'Europe. Là, je pourrais tout fignoler pour un autre départ sur les Galapagos et les îles du Pacifique. Avec Joshua remis à neuf, bien équipé en encre, cordage, vivres, matériel. Cap au nord. Ce n'est pas de l'abandon, c'est la simple sagesse. Au lieu d'avaler le morceau en une seule fois en risquant de m'étouffer et d'étouffer les miens, eh bien je l'avalerai en 2 fois.
Le vent passe à l'est-nord-est, force droit. Encore un signe du ciel, ce vent contraire pour Bonne Espérance. Et favorable pour la route d'Europe. Je suis partant pour me faire signaler aux Lloyds par l'île Tristan da Cunha, toute proche, à peine 90 000 dans le nord-ouest. J'y serai demain. Non, je n'en ai pas la carte à grande échelle. Ce serait trop bête de prendre un risque avec les récifs qui débordent de cette terre. Sainte-Hélène est à 1300 000. Rien qu'à regarder la carte, je peux sentir toute la douceur de l'Elysée dans la cabine. Ça me caresse, c'est bon, c'est doux. Je regarde un peu plus vers le nord. Ascension, 1700 000 presque sur la route directe. Alors mieux vaut Ascension. Si je me débrouille bien avec le ciel pour crocher l'Elysée sans tarder, je devrais toucher Ascension dans 2 semaines au maximum en dormant 20 heures par jour si ça me fait plaisir. 2 semaines, quel soulagement pour tous les miens. Et pour moi donc, je me sens bien maintenant qu'une décision raisonnable pour tous a été prise. Je rêve du soleil de l'Elysée, de sa mer tiède où je nagerai à la première journée de calme. Nager. Je nagerai des jours et des jours sans m'arrêter. Peut-être Sainte-Hélène au lieu d'Ascension. J'ai le temps de voir d'ici là. Peut-être même très longtemps à Sainte-Hélène. Cette île est tellement belle. Mais peut-être que je choisirai Ascension à cause de son immense plage toute blanche et dorée ensemble, pleine de tortues et de soleil. On verra, on a le temps. On n'est pas pressé de choisir. Avoir le temps, pouvoir choisir. Ne pas savoir où l'on va, et y aller quand même, bien tranquille, sans souci, sans plus poser de questions. J'ai remis le cap vers le Pacifique. La nuit dernière a été trop pénible. Je me sentais devenir vraiment malade à l'idée de regagner l'Europe. J'étais physiquement fatigué par le Horn. Le moral a suivi la même pente et flanché quand j'ai décidé d'abandonner. Certes, il y avait des raisons valables, sérieuses. Mais est-ce la sagesse que de se diriger vers un lieu où l'on sait qu'on ne retrouvera pas sa paix? Sainte-Hélène, Ascension, oui. Je ne me serais pas arrêté. J'aurais cravaché dans l'Elysée, je me serais dit, c'est vraiment trop bête. Autant faire un petit effort pour essayer de ramasser le prix du Sunday Times et repartir tout de suite après. Je connais l'engrenage. Il y a risque à vouloir atteindre Tahiti sans escale. Mais le risque serait bien plus grand vers le nord. Plus j'en approcherai, plus je deviendrai malade. Si je ne tiens pas le coup physiquement vers le Pacifique, il y aura toujours une île quelque part. L'île Maurice. Une île pleine d'amis de l'océan Indien, juste après Bonne Espérance. Mais je tiendrai le coup jusqu'au Pacifique. Je sens que je peux et que ça en vaut la peine. Ma mère, elle a une morale tellement élevée, une vie intérieure si riche. Je sais qu'elle ne se fera pas de soucis et que je la reverrai. Mais il ne faudra peut-être pas que j'aille aussi loin que les Galapagos. Françoise et mes enfants, ils tiendront le coup eux aussi. Je n'en peux plus des faux dieux de l'Occident, toujours à l'affût comme des araignées qui nous mangent le foie, nous sucent la moelle. Et je porte plainte contre le monde moderne. C'est lui le monstre. Il détruit notre terre. Il piétine l'âme des hommes. C'est pourtant grâce à notre monde moderne que tu as un beau bateau avec des winches, des voiles en tergale, une coque métallique qui te laisse en paix, soudée, étanche et solide. C'est vrai, mais c'est à cause du monde moderne, à cause de sa prétendue civilisation, à cause de ses prétendus progrès, que je me tire avec mon beau bateau. Eh bien, tu es libre de te tirer, personne ne t'en empêche. Tout le monde est libre ici, tant que ça ne gêne pas les autres. Libre pour le moment.
Et un jour plus personne ne le saura si les choses continuent sur la même pente. Sont déjà inhumaines. Alors il y a ceux qui partent sur les mers ou sur les routes pour chercher la vérité perdue. Et ceux qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas, qui ont perdu jusqu'à l'espoir. La civilisation occidentale, devenue presque entièrement technocratique, n'est plus une civilisation. Si on prenait la vie des gens de ton espèce, plus ou moins vagabonds, plus ou moins va-nu-pieds, on en serait encore à la bicyclette. Justement, on roulerait la bicyclette dans les villes. Il n'y aurait plus ces milliers d'autos avec des gens durs et fermés, tout seuls dedans. On verrait des garçons, des filles, bras dessus, bras dessous. On entendrait des rires, on entendrait chanter. On verrait des choses jolies sur les visages. La joie et l'amour remettraient partout. Les oiseaux reviendraient sur les quelques arbres qui restent dans nos rues. On replanteraient des arbres tués par le monstre. Alors on sentirait les vraies ombres, les vraies couleurs, les vrais bruits. Nos villes retrouveraient leur âme, les gens aussi. Et tout ça, je sais très bien que ce n'est pas un rêve. Tout ce que les hommes ont fait de beau et de bien, ils l'ont construit avec leurs rêves. Mais là-bas, le monstre a pris le relais des hommes. C'est lui qui rêve notre place. Il veut nous faire croire que l'homme est le nombril du monde, qu'il a tous les droits, sous prétexte que l'homme a inventé la machine à vapeur et beaucoup d'autres machines, et qu'il ira un jour dans les étoiles s'il se dépêche quand même un peu après, avant la prochaine bombe. Les choses qui comptent néanmoins se sont apaisées dans la nuit. Je regarde la mer. Elle me répond que j'ai échappé à un très grand danger. Je ne veux pas trop croire aux miracles. Pourtant, il y a des miracles dans la vie. Si le temps était resté mauvais quelques jours de plus, avec des vents d'est, je serais très au nord maintenant, j'aurais continué vers le nord, croyant sincèrement que c'était mon destin. En me laissant porter par l'Alizé, comme dans un courant facile, sans tourbillon ni chose mauvaise. En croyant que c'était vrai, et en me trompant. Les choses essentielles tiennent parfois à un fil. Alors peut-être ne doit-on pas juger trop ceux qui abandonnent et ceux qui n'abandonnent pas. Pour la même raison, le fil du miracle. J'ai failli abandonner. Et pourtant, je suis le même, avant comme après. Dieu a créé la mer, et il l'a peinte en bleu pour qu'on soit bien dessus. Et je suis là, en paix, l'étrave pointée vers l'Orient, alors que j'aurais pu me trouver cap au nord, avec un drame au fond de moi. Le temps est beau, le sillage se déroule doucement. Assis en tailleur dans le cockpit, je regarde la mer en écoutant la note qui chante contre l'étrave. Et je vois une petite mouette posée sur mon genou. Je n'ose pas bouger, je n'ose pas respirer tant j'ai peur qu'elle s'envole et ne revienne plus. Elle est toute blanche, presque transparente, avec des yeux noirs très grands et un bec très fin. Je ne l'avais pas vue venir, je n'avais pas perçu le battement plus rapide de ses ailes lorsqu'elle s'est posée. Mon corps est nu sous le soleil. Pourtant, je ne la sens pas sur la peau nue de mon genou. Elle ne pèse aucun poids perceptible. Lentement, j'approche la main. Elle me regarde en se lissant les plumes. J'approche encore la main. Elle cesse de lisser ses plumes et me regarde sans crainte. Et ses yeux semblent me parler. J'approche encore un peu la main. Et je commence à lui caresser doucement le dos, tout doucement, comme ça. Alors elle me parle. Et je comprends à ce moment-là que ce n'est pas un miracle, mais une chose tout à fait naturelle.
montagne de la table est visible dans le lointain à 30 000 environ. La météo de Cape Town annonce du brouillard pour la nuit. En attendant, le ciel est d'une limpidité absolue avec ce vent léger du sud-sud-est sur le point de tomber complètement. Je sens qu'il passera au nord-ouest léger dans la nuit et le brouillard viendra alors. Cormorans et fous de passants convergent vers la terre. Ils auront rejoint leur nid au coucher du soleil pour donner la péquée aux petits. Je songe à mes enfants. Je sais qu'ils comprendront. Françoise aussi. Et je suis là, tout seul, avec la grande paix tendre et chaude. Et toute l'humanité est là, amicale, dans la cabine où la petite lampe est déjà allumée. Tout est en ordre. Je sens une grande paix, une grande force en moi. Je suis libre, libre comme je n'ai jamais été. Uni à tous, pourtant, mais seul en face du destin. C'est l'aube. Le brouillard s'est dissipé. Les ondes de Cape Town sont bien visibles, très proches et si lointaines. De grandes bouffées chaudes traversent la baie venue de tous ces foyers. Puis c'est le froid, l'indifférence. Mais la chaleur encore, comme des vagues. Je referme le jerrycan en plastique. Dedans, j'ai mis les mini-cassettes, 10 bobines de film couleur 16 mm et 2 bonnes poignées de pellicules photo dans le journal de bord. S'il m'arrivait un accident, mon éditeur aurait tous les éléments pour écrire le bouquin à ma place. Ma famille serait à l'abri. 25, 4, des bouteilles, une cassette, 4 points, un petit bobine de réflexion, 2 bonnes couchées, une mélange de vin. Brusquement, la première grande vague arrive, brûlante, me recouvre et appuie de toute sa force. Une envie irrésistible de m'arrêter à Cape Town, me reposer 2 ou 3 mois dans ce yacht club si sympathique où j'ai déjà passé 1 an avec Henry. M'arrêter. Il y a longtemps, les Indiens tuaient les Blancs qui pénétraient dans leur forêt. Et les trappeurs blancs allaient toujours plus loin dans la forêt, même si c'était leur destin de se coucher un jour au point d'un arbre, percé de flèches silencieuses. Certains étaient épargnés. Ils ne savaient pas pourquoi. Personne ne savait pourquoi. Ceux-là, les Indiens, les laissaient partir avec les fourrures précieuses qu'ils étaient venus chercher au cœur de la forêt profonde. Alors les gens parlaient de miracle ou de trahison. Eux ne disaient rien. Ils avaient appris le silence en écoutant les signes magiques sur les pistes secrètes. Pourtant, ils avaient parfois peur d'aller trop loin. Et leurs pas souples et silencieux les conduisaient toujours plus loin au cœur profond de la forêt. Bien sûr, je vais continuer vers le Pacifique. Je ne sais plus qui disait, il y a 2 choses terribles pour un homme, n'avoir pas réalisé son rêve ou l'avoir réalisé. Peut-être arriverai-je à dépasser mon rêve, entrer à l'intérieur de lui, là où se trouve la vraie chose. La seule fourrure qui soit vraiment précieuse, celle qui donne chaud pour toujours, à jamais. La trouver, ne plus revenir peut-être. La petite vedette arrive. Je l'avais appelée avec un rayon de soleil dans le miroir de Tasmanie. De loin, Jacques Rouillet noir, l'approche. Elle est bleue. Je mets en panne, ou à la contre, barre dessous. Je prépare le haut-parleur à pile pour lui demander de ne pas accoster. La mer est plate dans la baie. Mais un haubon, cela s'arrache facilement si on frotte dessus avec quelques tonnes de vedettes. Je lance le jerrycan. Un matelot l'attrape au vol. Le patron est un ship chandler. Je lui demande s'il peut porter d'urgence le colis au consul de France. Il me promet de le faire tout de suite.
Je lui demande s'il a des nouvelles de ceux de la longue route. Il me répond que 4 se sont fait étendre. Mais il ne connaît pas les noms. A-t-il entendu parler d'un trimaran? Il ne sait pas. Bon Dieu, pourvu que Nigel... Et voilà, c'est déjà fini. La vedette repart vers l'entrée de la digue. Le consul de France enverra le jerrycan à mon éditeur. Je repasse les écoutes du bon côté et mets le cap sur un grand pétrolier à l'entre dans la baie. Flac! En plein dans la passerelle. C'est un message au lance-pierre accablé pour Robert du Sunday Times. Cher Robert, le Horn a été arrondi le 5 février, nous sommes le 18 mars. Je continue sans escale vers les îles du Pacifique, parce que je suis heureux en mer, et peut-être aussi pour sauver mon âme. Le projectile à peine envoyé me voilà pris d'une légère inquiétude. Comprendront-ils là-bas? Il y avait une fois un mot de passe, c'était Ésope. La sentinelle avait compris, Ésope. Ne vous inquiétez pas, même si vous ne comprenez pas très bien, ne vous inquiétez pas. Vous ne pouvez pas tous comprendre à quel point je suis heureux en ce moment sur le bout de dehors, en regardant mon bateau courir à plus de 7 nœuds, avec un grand arc-en-ciel sous le vent de l'étrave pour doubler Bonne Espérance. Bonne Espérance est doublée dans les bruits de l'eau, les bruits du vent, le chant de toutes les étoiles et de tous les soleils et de tous les clairs de lune ensemble. Le combat et l'amour de l'homme et du bateau avec le vieil océan sur les vagues si grandes et les signes magiques venus du cœur profond de la mer profonde. Le vent tourne dans un grain très noir, je mets à la cape. Une pluie comme on en voit seulement sous les tropiques. Je me savonne de bout en bout sous les cascades déversées par la baume de grand voile. Puis je me couche sur le pont pour respirer la pluie. Et toute ma peau, tout mon corps frémissent ensemble du même plaisir. Mes cheveux deviennent comme une soie fine sous cette eau venue du ciel. Une petite chose bleue pâle à l'ouest, nord-ouest repose sur l'horizon. C'est l'île La Passe, lumineuse de blancheur. Elle est là tout près déjà, avec son corail à droite et son corail à gauche. Et dessus le corail, le soleil fait briller les crêtes transparentes des longs rouleaux bleu-vert qui marquent la limite entre l'océan et la terre, entre les grandes étendues libres du vent et de la mer, et cet autre monde, celui des hommes, que je vais retrouver après 10 mois. Je dois faire bien attention après si longtemps au large, prendre bien le milieu de la passe. Ne regardez que les voiles et le milieu de la passe. Le récif gronde très fort à droite et à gauche. Ensuite, il gronde sur l'arrière. La passe est franchie. Et le grondement du récif est amical. Il nous dit au revoir, à bientôt. Et l'Alizé tiède qui a conduit Joshua jusqu'à la passe, et dans la passe, et plus loin à l'intérieur du port, nous dit au revoir lui aussi. Alors Joshua tire de petits bords sous la brise de terre. Il cherche le coin paisible où il pourra dormir tranquille, comme une mouette un peu épuisée, mais si heureuse de se poser parmi d'autres oiseaux de la même espèce, qui veilleront sur son sommeil et le protégeront. L'encre mouillée, une longue amarre file vers le quai. J'en connais des silhouettes familières, puis des visages de copains. Ils forment un groupe immobile, un peu à l'écart des curieux. Ce dont l'homme a le plus besoin, c'est d'amitié. Je crois que c'est de Romain Gary. Ça va, vieux gars? Ça va, les gars? Pas trop dur? Pas trop. C'est chic d'être avec toi. Vous êtes chic d'être là. Pas un bruit, pas un mouvement. Je monte sur le pont. La lune va bientôt se coucher. La nuit est claire, les étoiles sont amicales.
J'écoute. Le récif barrière gronde doucement dans le lointain, battu par la longue houle de l'océan. Je suis là tout près. Je resterai toujours semblable à moi-même. Je serai immobile pour la première fois depuis si longtemps. Écoute le ciel, écoute la mer. La ville tranquille dort toute seule en attendant le jour. Un grillon chante dans un trou de rocher tout près. J'écoute. Tout le ciel chante et toute la terre se repose parce que le grillon est là. Si on pouvait sauver le grillon. Écoute, Joshua. Écoute le grillon. Merci, bien sûr, à la médiathèque, à Anne-Laure et à tout le monde. Et merci surtout à vous d'être venus, bien sûr. Merci. On a toute l'équipe de la médiathèque, non? Je la reconnais. Monsieur Stanislas de la Ah oui, mais non. Stanislas de la Touche. C'est ça, non, c'est pas moi, c'est. Laurent Mastella. Voilà. Merci. Le dernier texte, celui de Bernard Boitessier, avait été lu ici même et par les mêmes artistes un peu plus jeunes en 2017. Ah oui. Mais à l'époque, c'était la thématique, c'était les écrivains voyageurs. Nous avons quand même glissé Boitessier dans ce programme parce que on peut parler, il y a un effort psychique, psychologique, mais aussi un effort physique. Il n'en parle jamais. Hein. Il ne parle jamais de son effort sur son bateau. C'est un grand exploit sportif aussi. Et à l'époque, c'était les écrivains voyageurs. Et là, ma foi, on a le choix est totalement, presque aléatoire, on pourrait dire, entre ces trois textes, puisque Albert Londres n'est pas, à proprement parler, un écrivain, bien qu'il ait un grand talent, vous avez pu l'entendre. C'est très cursif, percutant, enfin c'est ahurissant. Il a écrit des poèmes, paraît-il. Et on ne va pas dire que c'est lui est un sportif, on n'en sait rien, mais il faut voir comme il a senti. Il n'aimait pas le cyclisme, ça ne lui faisait rien du tout, je crois. Le Tour de France, ça ne l'excitait pas du tout. Et il croyait, au début, il n'imaginait pas qu'il y avait tant de souffrance en fait. Et donc c'est cette fameuse expression, les forçats de la route. Il n'a pas inventé parce que lui-même avait fréquenté beaucoup les bagnes, Biribi, Saint-Laurent-du-Maroni, etc. Donc ça lui a vraiment fait mal de voir la souffrance de ces types-là qui, si vous vous souvenez, là, ils font des étapes de 400 km, Sable d'Olonne à Bayonne. Avec des vélos qui pesaient pas moins de 7 kilos. 7 kilos, oui. En 1925, je ne sais pas s'il y avait des dérailleurs. Non, je pense pas. La pollution liée à la fin, ils prenaient du carbone de partout avec les graviers, et certains étaient effectivement blessés.
Enfin bon, bref. Et donc, mais par contre, même si Albert Londres, on ne sait pas si c'est un grand sportif, mais il a fait tellement de grands reportages partout que physiquement, on peut dire quand même que ce type-là savait ce que c'est. Parce qu'il a été quand même en Chine, entre les deux guerres, il a couvert tous les grands conflits, et même ceux qui étaient larvés en URSS au fond de la Chine, c'est un baroudeur incroyable. Le prix Albert Londres couronne vraiment le père. Et si vous savez peut-être s'il est mort dans des conditions douteuses, puisque il revenait d'un reportage de 3 ans en Chine pour relater un trafic d'opium auquel était mêlée l'armée française, tout simplement, puisque l'armée française, à l'époque n'ayant pas du tout d'argent, de fonds propres, était obligée en quelque sorte de se payer sur la bête là-bas, depuis longtemps, depuis peut-être même la fin du 19e, je ne sais pas. Oui, la fin du 19e. Et donc son bateau a explosé vers Aden, là, dans le Golfe. Et il semblerait quand même que sa cabine était fermée à clé bizarrement. Bon. Et, voilà. Murakami, que dire de ce on va dire c'est un japonais, mais c'est un peu simple quand même. C'est un peu simple. Et moi, Tossier, on le connaît de moins en moins, mais malheureusement. Mais quand même. Mais quand même. Et le bateau est pas très loin. Il est garé pas très loin à La Rochelle. Et il est très beau. L'association qui s'en occupe assez bien, il l'a refait à neuf. Et donc il balade ceux qui veulent. Hein. Ouais. Il est passé à Le port de Saint-Denis récemment. Oui, c'est ça. Voilà, Matossier, c'est une personnalité très très impressionnante. Il a raconté dans ses mémoires Tamata ou l'Alliance, que je recommande, qu'au début, parce qu'il était né son père était industriel en Indochine, au Vietnam, donc il a très vite fréquenté la mer de Chine en jonque, très très jeune, et quand les Japonais ont commencé à se dresser face à l'armée française, il a lui-même été à 2 doigts de mourir, puisqu'un officier japonais a braqué son pistolet sur sa tempe, ou devant ses yeux, plutôt pas sur sa tempe, il était devant lui, en face de lui, à 2 mètres, et s'apprêtait à le tuer, et il se rappelle très bien ce moment où il avait, je sais pas quel âge, peut-être 10 ans, et il a regardé, il a décrit ce regard qu'il avait eu sur l'officier japonais, il se souvient de ce qui ça a généré en lui, et il se souvient aussi de ce que ça a généré chez l'officier japonais pendant de longues secondes, qui à un moment, sans rien dire, sans supplication, a baissé le pistolet. Et à un moment donné dans le texte, il a une phrase un peu définitive, là, comme ça, où il est assuré de sa liberté, ce qui est étonnant. Hein. C'est étonnant. Voilà. Merci.